sait que ces régimes-là, finalement, sont délétères parce que quand on veut être en bonne santé, même lorsque l'on est en situation d'obésité, on mange de tout. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. Ça induit vraiment des conséquences catastrophiques au niveau de la construction de vie. On ne peut pas se construire quand on est réduit à son stigmate. Quand on a une estime de soi qui est blessée, qui est vraiment très très abîmée, qui est à son niveau le plus bas, on ne peut pas se construire. La cellule adipeuse, elle devient malade et il faut que de nouvelles cellules adipeuses se créent. Et donc c'est sans fin. On comprend que c'est sans fin. Cette idée reçue, elle n'est pas répandue uniquement au sein de la population générale, elle est malheureusement aussi présente au sein des professionnels de santé et même de certains médecins. Je vais rentrer là parce que voilà. C'est pareil, ça c'est des idées qui sont un petit peu véhiculées. Voilà. Bonjour, il y a Kimi Prévost et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour Raphaël, merci de m'avoir invité à cette émission. Donc c'est le deuxième volet qui va traiter de l'obésité. Tu as sorti récemment un livre, La vérité sur l'obésité, comprendre et soigner cette nouvelle épidémie, aux éditions Robert Laffont. Dans la première vidéo, on a parlé beaucoup des causes de l'obésité et je pense que s'il faut retenir une chose, c'est que ce n'est pas simplement un manque de volonté de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de manger, c'est une vraie pathologie et il y a des facteurs qui expliquent cette pathologie et tout le monde ne peut pas devenir obèse. Exactement, tout à fait Raphaël. Ce qu'il faut bien comprendre dans les obésités dites communes, qui concernent 90% de la population générale, c'est que c'est une maladie chronique qui est notamment liée à des gènes de prédisposition à l'obésité. On a plus ou moins de gènes de prédisposition à l'obésité lorsque l'on est malade, obèse, et ces gènes-là, ils ont interagi avec un environnement qui a favorisé la survenue de cette maladie. Donc, comme on l'a dit, l'inactivité physique ou la faible activité physique, une alimentation trop calorique, déséquilibrée, un stress trop important, un manque de sommeil sur un laps de temps très important. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent, environnementaux qui peuvent déclencher la survenue de cette maladie sur un terrain génétique favorable en fait. Si on n'a pas de gène de prédisposition à l'obésité, on ne peut pas devenir obèse. Impossible. Donc quand on prend du poids, c'est le résultat et la différence entre nos apports énergétiques et nos dépenses énergétiques. Tout à fait. Dans nos dépenses énergétiques, bien sûr, il y a l'activité physique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'activité physique, des recommandations de l'OMS et de l'ANSES en termes d'activité physique? Tout à fait, l'activité physique, c'est le fait de se bouger, de faire travailler nos muscles notamment. Ça peut être tout type d'activité, c'est pas uniquement, c'est pas le sport, mais c'est par exemple marcher, bricoler, jardiner. C'est le fait de mettre son corps en mouvement. Et l'ANSES a émis des recommandations pour la population générale, adulte, en termes d'activité physique. Elle recommande 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 jours par semaine, et sans qu'il y ait 2 jours consécutifs sans activité physique. Donc ça, c'est important parce que dans cette notion de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, il y a la notion de régularité. Voilà, pour que l'activité physique soit bénéfique pour nos organes, pour notre cœur, pour nos poumons, pour notre cerveau, pour notre psychisme, l'activité physique est très très importante pour l'ensemble de notre organisme. Pour que ce soit vraiment bénéfique, il faut que ce soit pratiqué de façon régulière et pendant longtemps en fait, à vie, si je puis dire. Mais moi, quand je reçois un patient au cabinet, que je lui parle de ces 30 minutes d'activité physique, oui. En fait, ils me répondent tous, moi je les ai parce que je vais au travail en marchant, je prends le métro. Et en fait, oui. Chacun me dit qu'il a ce niveau d'activité physique. Oui. Donc c'est vrai que moi, toujours, ça me pose un petit peu question. Oui. Les 30 minutes d'activité physique, c'est à quelle intensité? Est-ce que toi, tu penses que c'est suffisant? Est-ce que c'est mieux que rien? Ça, c'est peut-être un avis un peu plus personnel que je te demande. Moi, je pense que c'est un minimum, en fait. C'est un minimum pour maintenir notre corps en bonne santé ou alors pour faire en sorte, lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique comme l'obésité, de limiter les complications et les maladies qui sont associées
à l'obésité. Donc, qui dit minimum dit qu'on peut tout à fait augmenter l'activité physique si notre corps, si notre état de santé le permet. Donc, pourquoi pas faire plus que 30 minutes par jour quand on a le temps et quand notre état de santé le permet. Et par ailleurs, il y a d'autres recommandations complémentaires qui disent qu'il faut aussi, outre cette activité physique, donc modérée à intense, on dit de 30 minutes par jour, donc ça peut être de la marche ou du vélo ou de la course à pied, donc la course à pied c'est un peu plus intense. Outre cette activité physique, on peut faire des activités de renforcement musculaire. Et alors ça, les recommandations, c'est 1 à 2 fois par semaine quand même, minimum, là encore 30 minutes, c'est très très important. Et il y a aussi des activités d'étirement comme le yoga, comme le pilates, le tai chi, même le golf aussi, hein, pour bien étirer en fait nos articulations, nos muscles, tout l'ensemble de l'organisme. Et ça, c'est recommandé 2 à 3 fois par semaine. Voilà, toujours une demi-heure. Donc, c'est quand même une combinaison, vous voyez, une activité physique un peu, si je dirais, globale, marche, vélo, natation, qui n'est pas spécifique. Et elle doit être associée quand même à une activité de renforcement musculaire et à des étirements. Les étirements, moi je vais quand même préciser, on n'est pas sur le même plan. C'est-à-dire qu'au niveau cardio-respiratoire, le fait de marcher, de faire du vélo, etc., on est sur quelque chose d'actif. Très bien. Le fait de faire du renforcement musculaire, on est sur quelque chose d'actif. Exactement. Et les étirements, on va être sur une démarche qui est beaucoup plus passive et je vais ouvrir un petit tiroir au niveau de la littérature scientifique. On est quand même très vague sur l'efficacité des étirements. C'est vrai. Voilà, c'est assez... Et d'ailleurs, tu le dis très bien dans ton livre. Exactement. Mais quand tu parles de yoga, de tai chi et d'activités comme ça, pour moi, on n'est pas véritablement sur de l'étirement. On est quand même sur une activité physique où on va transpirer, où on va se renforcer au niveau musculaire, d'accord ? C'est ça. Et après, ça dépend aussi des exercices qu'on peut faire, parce qu'il y a plusieurs types de yoga, par exemple, des yogas où on fait uniquement des activités d'étirement, et d'autres où c'est très actif, comme tu le disais, Raphaël, où c'est quand même très cardio. Hein. Il y a des types de yoga où vraiment c'est très intense, effectivement. C'est vrai qu'il faut le préciser. Dans le renforcement musculaire, moi j'ai beaucoup aimé cette partie de ton livre, parce que des patients j'en reçois, des patients en surpoids j'en reçois. Et l'un des premiers écueils qu'on va tout de suite entendre, c'est je suis en surpoids, il faut que je fasse attention à mes genoux, il faut que je fasse attention à mon dos, etc. Et du coup, pas de sport ou pas de renforcement musculaire. Or, toi, c'est tout l'inverse et tu prônes même le renforcement musculaire en utilisant des poids. Exactement. Moi, je suis tout à fait en accord avec ça et je suis très content de le lire dans quelque chose qui va toucher la population générale dans ton livre. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça ? Très bien. D'abord, petite parenthèse, c'est pas parce qu'on a mal et qu'on a du mal à se mouvoir qu'il ne faut pas bouger. C'est très très important d'avoir une activité physique même minimale lorsque l'on a des douleurs chroniques de dos, qu'on a des douleurs aux genoux ou à d'autres articulations. Donc cette idée reçue, comme tu le disais tout à l'heure Raphaël, de « Ah j'ai mal un peu partout, machin, alors je ne bouge pas, je reste assis », ça, il faut quand même mettre fin à cette idée-là, parce que l'activité physique, même minimale et adaptée à la santé de chacun, est importante. Et ça permet même, au bout d'un certain temps, l'activité physique régulière permet de limiter, de réduire la douleur. Donc elle permet aussi de réduire la prise médicamenteuse. Par exemple, les personnes qui ont mal au dos, qui prennent des anti-inflammatoires, quand elles se mettent à faire de l'activité physique de façon régulière et sur un certain laps de temps, ça a été démontré, elles peuvent souvent réduire les doses d'antalgiques, d'anti-inflammatoires. Donc voilà une première idée déjà importante. Quant aux charges lourdes, aux haltères et au poids, pour moi, il n'y a aucune contre-indication à ça. Mais en fait, c'est même pas pour toi. Enfin, c'est bien que tu aies cet avis et que tu en sois convaincu, mais c'est que la littérature scientifique l'atteste. Exactement. Et en fait, c'est même plus une question subjective, c'est une question qui est objective. Qui est établie par la littérature scientifique, on est d'accord. Tout à fait. Et dans ton livre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tu fais cette distinction entre l'inactivité physique et la sédentarité. Et ça, très souvent, on retrouve un amalgame, que ce soit chez les professionnels de santé ou chez les patients.
Donc, est-ce que tu peux redéfinir ces deux mots qui ne veulent pas dire la même chose? Bien sûr. Alors, de façon très schématique et simple, l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas bouger, en fait. Et le fait d'être sédentaire, c'est le fait de rester assis. Alors, on peut être très actif, on peut avoir une activité physique importante, tout en étant sédentaire. Par exemple, on peut pratiquer 1 heure par jour d'activité physique avant d'aller au travail, se lever 1 heure plus tôt que d'habitude et tous les jours, pratiquer une activité physique, de la marche, de la course, du vélo, et après enchaîner sur 8 heures assis derrière son ordinateur au bureau. Et là, on est certes très actif d'un point de vue physique, puisqu'on on double les recommandations de l'ANSES qui disent qu'il faut pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Là, on pratique 1 heure. Mais pareil, on est très sédentaire, puisque 8 heures par jour assis, c'est quand même pas rien. Et on sait que 8 heures par jour assis ou plus, ça augmente le risque de mortalité, ça augmente le risque de beaucoup de pathologies chroniques, tout à fait, indépendamment du sport qu'on va réaliser à côté. Exactement. Quand je prépare, moi je suis kiné, donc j'ai un travail qui est plutôt physique. Quand je travaille les vidéos qu'on est en train de faire là, je passe beaucoup de temps à mon bureau. Et donc ça m'arrive de faire ces journées de 8 heures à mon bureau. Souvent le soir, je prends 1 heure où je fais du sport. Malgré tout, je vois que je ne dors pas pareil. Je suis un peu plus énervé, etc. Et c'est une expérimentation qui est assez intéressante, je trouve. Tout à fait. Le fait d'être sédentaire, d'être assis trop longtemps lors d'une même journée a un impact sur le sommeil, a un impact sur notre niveau de stress, a un impact métabolique, cardiovasculaire. Et on sait très bien que la sédentarité, lorsqu'elle commence à devenir trop importante sur la durée, a un impact en termes de survenue de maladies chroniques, métaboliques, cardiovasculaires. On sait que c'est très délétère pour la santé. Tout à fait. Et tous les gens qui ont des douleurs, comme tu as dit tout à l'heure, ils gagneraient à bouger plus, à essayer de solliciter justement cette zone qui est douloureuse. Alors c'est à faire de manière intelligente, peut-être se faire accompagner, etc. Mais pour que cette partie du corps se renforce et soit moins douloureuse derrière. Et je pense aussi, Raphaël, les personnes qui nous regardent se disent « mais moi j'ai un travail qui m'incite à être sédentaire, et je ne vais pas changer de travail demain. Comment faire pour casser un peu cette sédentarité tout en ayant un travail un peu peut-être intellectuel derrière le travail? Comment faire ?» Il suffit déjà de faire des pauses régulières, peut-être 1 à 2 fois chaque heure, de se lever, ne serait-ce que se lever et marcher pour aller chercher un café, pour aller regarder quelque chose à la fenêtre. Il faut avoir ce réflexe finalement, je pense, de morceler le travail, peut-être se mettre une alarme même, toutes les heures ou toutes les demi-heures si on veut, pour marcher quelques minutes et venir s'asseoir en fait. Rien que ça paraît rien en fait, mais ça permet un petit peu de diminuer la sédentarité au quotidien. Et un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, au d'un moment on arrive à avoir des effets qui sont importants. Bien sûr. Sur les 30 minutes d'activité physique par jour dont on a parlé, ça c'est pour la population générale. Tout à fait. Maintenant, il existe aussi des recommandations d'activité physique pour les personnes atteintes d'obésité. Exactement, exactement Raphaël. Et notamment, elles ont été émises par la Haute Autorité de Santé et on sait qu'il faut, pour les personnes en situation d'obésité, rien que pour maintenir leur poids, il faudrait, dans l'idéal, qu'elles fassent le double d'activité physique par rapport à la population générale. On l'a dit, la population générale, c'est 30 minutes d'activité par jour, 5 jours par semaine. Dans un monde idéal, il faudrait qu'une personne atteinte de cette maladie chronique qu'est l'obésité fasse 1 heure par jour d'activité physique. Alors Raphaël, vous allez me dire, c'est très compliqué, comment trouver 1 heure tous les jours? Et puis les personnes en situation d'obésité, elles souffrent de maladies parfois ostéo-articulaires, les genoux font mal, le poids va venir agir sur la colonne vertébrale, il va y avoir du diabète, parfois une insuffisance respiratoire, il va y avoir des facteurs qui limitent l'activité physique. Alors oui, c'est vrai que toutes les personnes en situation d'obésité ne vont pas pouvoir atteindre cet idéal, mais ce qu'on sait et ce qui est vraiment référencé dans la littérature scientifique, c'est qu'il vaut mieux pratiquer un tout petit peu d'activité physique que pas du tout.
Donc même quand on est très limité par l'obésité, quand l'obésité a des retentissements très très importants sur nos organes et qu'on a par exemple une mobilité très limitée, il vaut mieux bouger un tout petit peu, je ne sais pas, quelques minutes, un quart d'heure. On dit faire 10 000 pas par jour, eh ben, n'en faire que 2000, voire moins, que de ne pas du tout en faire. Même pratiquer une petite dose d'activité physique par jour est positif pour la santé. Donc ça, c'est un message qu'il faut délivrer à tous. C'est un message d'espoir aussi, même pour les personnes qui sont très limitées au quotidien par une obésité massive. Pour moi, le fait que les recommandations ne soient pas les mêmes, c'est important de manière symbolique parce que ça montre bien qu'au niveau scientifique, même une personne qui est atteinte d'obésité, il faut qu'elle bouge. Et pour tous les problèmes musculo-articulaires qu'elle peut ressentir, il faut encore plus qu'elle bouge et non pas qu'elle préserve son corps. Et je trouve que ça permet de très très bien l'illustrer. Après, effectivement, s'ils n'arrivent pas à suivre les recommandations, tout ce qu'ils arriveront à faire, même si c'est 1-2 minutes de grappiller par-ci, il faut les prendre parce que ça a toujours un effet. Exactement, Raphaël, et c'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, adaptée à son état de santé et aussi à ses besoins, à ses goûts, à ce que l'on a envie de faire. Et pour ça, c'est très important que la personne en situation d'obésité soit suivie par une équipe pluridisciplinaire qui comporte un coach sportif formé à l'activité physique adaptée et qui va pouvoir prescrire, recommander une activité physique au cas par cas pour chaque patient atteint d'obésité. Tout à fait. C'est vrai que dans un cas comme ça, il faut peut-être un petit peu sortir des recommandations généralistes et il faut réussir à avoir une approche qui est très spécifique de la personne, mais à partir du moment, qui est très personnalisée, mais à partir du moment où c'est fait dans de bonnes conditions, alors je pense qu'il y a plein de choses à faire et que il n'y a pas tellement de limitations de sport. Non, tout est permis en fait. Et ça amène sur ma question suivante, est-ce qu'il y a un ou plusieurs sports à privilégier ou est-ce qu'une personne en situation d'obésité peut faire absolument n'importe quel sport ? Alors, c'est vrai que quand on a des problèmes de dos ou de genoux, je parle sous votre contrôle, Raphaël, on dit que les activités qui sont un petit peu en pesanteur, comme la natation, c'est peut-être un peu plus simple à effectuer qu'une activité où il y a un impact, vous voyez, où il peut, par exemple, comme la course, comme la corde à sauter, où on saute, où on risque de solliciter beaucoup les genoux, de solliciter beaucoup les lombaires. Peut-être que c'est un petit peu déconseillé pour les personnes qui sont en situation d'obésité et qui ont des vraies pathologies ostéo-articulaires, qui ont des hernies discales, qui ont des problèmes d'arthrose. Je vais rentrer là parce que c'est pareil, ça c'est des idées qui sont un petit peu véhiculées. Voilà. C'est peut-être pas des sports qui solliciteront beaucoup les genoux comme la corde à sauter, etc. C'est pas des choses peut-être qu'on va demander, qu'on va orienter en priorité sur notre patient parce que ça va lui demander un énorme effort. Maintenant, dire qu'il va faire de la corde à sauter et abîmer ses genoux, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui permet d'étayer ça. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Pareil pour les hernies discales, pareil pour toutes ces choses-là. Donc juste essayer de mettre des garde-fous un petit peu sur la douleur, faire une activité pour une personne qui ne provoque pas de douleur excessive et qui ne provoque pas une douleur le lendemain, le surlendemain, qui n'est pas générateur de problèmes. À partir de là, la personne peut faire ce qu'elle veut. Oui, exactement. Elle peut faire ce qu'elle veut et le plus important, c'est qu'elle prenne plaisir à le faire. Comme tu le disais, Raphaël, si elle fait de la corde à sauter et qu'elle a mal le lendemain, elle va plus vouloir faire de l'activité physique. Donc c'est juste ça, en fait. Mais rien n'est interdit. Donc, on a parlé de cette balance nutritionnelle. Oui. L'activité physique, effectivement, c'est une grosse discussion. Et il y a l'autre côté de la balance avec les apports et les conseils nutritionnels. Tout à fait. Ça, c'est une grosse partie de ton livre. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils nutritionnels pour les personnes qui souffrent d'obésité et qui veulent avoir un petit peu des solutions là, si elles regardent cette vidéo? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les conseils nutritionnels qu'un médecin nutritionniste ou un diététicien peut apporter à une personne en situation d'obésité, ils doivent absolument être individualisés, personnalisés. Et pendant longtemps, on a standardisé cette prise en charge. C'est que les médecins voyaient une personne en situation d'obésité, ils voyaient un corps gros et ils lui donnaient le même régime, ils donnaient le même régime à tous. Donc, il n'y avait rien qui était personnalisé. Et souvent, c'était des régimes dits restrictifs où on restreignait énormément le nombre de calories par jour
Et on interdisait même certains nutriments. Il y a eu des régimes qui sont très très connus, hein, les régimes hyperprotéinés par exemple, où les personnes devaient consommer uniquement ou à très forte dose des protéines. On sait depuis toujours que ces régimes-là finalement sont délétères parce que quand on veut être en bonne santé, même lorsque l'on est en situation d'obésité, on mange de tout. Il n'y a pas d'interdit alimentaire et justement la bonne santé nutritionnelle, c'est de varier les nutriments que l'on ingère et de ne rien s'interdire. Donc aujourd'hui, ce que les nutritionnistes proposent, ce ne sont pas des régimes standardisés hyper restrictifs et qui vont interdire une catégorie de nutriments ou des aliments en particulier. C'est plutôt un rééquilibrage alimentaire adapté à la personne. Donc, le nutritionniste ou le diététicien devra passer beaucoup de temps avec chaque patient en situation d'obésité pour comprendre pourquoi il a pris du poids, pourquoi est-ce qu'il mange. Est-ce qu'il mange parce qu'il est stressé? Est-ce qu'il mange parce que est-ce qu'il mange beaucoup de sucre? Est-ce qu'il est très attiré par exemple par le chocolat? Vraiment faire un interrogatoire très très complet des habitudes alimentaires du patient, lui demander de tenir un carnet, vous savez, tous les jours, de ce qu'il a consommé pour pouvoir étudier vraiment son alimentation au quotidien et rééquilibrer, corriger. Il ne s'agit pas d'interdire, encore une fois, certains aliments, mais c'est juste rééquilibrer l'assiette. Et comment on rééquilibre l'assiette? C'est en mettant un petit peu de tout. On dit en général l'assiette, on la présente en disant qu'il faut des féculents, des légumes, une source de protéines. Et quand on est en situation d'obésité, on va mettre plus de légumes dans son assiette en proportion que de féculents. Mais les féculents ne sont pas interdits pour autant. Voyez ? J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec GG, nous voulons que, peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Donc ça, c'est les aliments un petit peu à essayer de privilégier, les légumes. Oui, parce que ce sont des aliments qui sont riches en fibres, ce sont des aliments qui vont... on peut en consommer de façon très importante et donc ça permet d'induire quand même une certaine satiété avec un faible taux de calories et donc et aussi d'un point de vue nutritif, hein, en termes de minéraux, de vitamines, c'est très très intéressant pour la santé. Donc à privilégier sans pour autant interdire d'autres aliments. Il faut consommer de tout. Ça, c'est quelque chose qui est évident, mais moi qui n'étais pas forcément très très clair avant que je lise votre livre, c'est sûr que si on mange, je sais pas, des légumes comme de la salade, etc., ça va prendre beaucoup de place dans notre estomac. Exactement. Et ça contient peu de calories. C'est ça. Alors que si je prends une cuillère de miel, voilà. Ben en réalité, ça va prendre très très peu de place, donc ça va avoir un rôle satiétogène qui est très très faible, et pourtant je vais avoir un max de calories. C'est ça. C'est vrai que ça paraît évident. Ça paraît évident. Mais j'y avais pas pensé. Mais oui, tout à fait. Exactement. Une belle plâtrée
haricots verts, ça va bien prendre de la place dans l'estomac et ça va induire très très peu de calories. Alors que comme tu le disais Raphaël, une cuillère de miel, bon, bah, c'est hyper calorique et ça prend peu de place dans l'estomac. Donc ça, il faut l'avoir dans un coin de l'esprit et se dire que quand on a envie de perdre du poids, bon, bah, on privilégie certains aliments plutôt que d'autres, sans s'interdire quoi que ce soit, sans se restreindre, sans se frustrer. Parce que quand je parlais des régimes restrictifs, Raphaël, évidemment, quand on induit une restriction à des apports caloriques très importantes, on a souvent très très faim, d'une part, et d'autre part, on s'est interdit une catégorie d'aliments. On s'est interdit, si on aimait par exemple manger des sucreries, on ne va plus du tout en manger, et le jour où on a perdu assez de poids, on va craquer, ou voire avant, et on va se ruer sur tout ce qu'on s'était interdit pendant le régime. Et le résultat de ce craquage, qui est très très bien documenté dans la littérature scientifique, c'est que souvent quand on craque et qu'on se remet à manger comme avant le régime, on prend plus de poids que le poids antérieur au régime. Et donc ça, c'est le fameux effet yo-yo. Le fameux effet yo-yo, et c'est ce qui mène à la spirale infernale de la prise de poids, c'est le fait de multiplier ces régimes restrictifs. Le fait de multiplier ces régimes restrictifs, ça fait prendre plus de poids et ça abîme aussi le tissu adipeux parce que nos cellules, elles vont tout d'un coup, nos cellules graisseuses, libérer plein de gras parce que pendant un certain temps, on aura été sous un régime restrictif, on aura très très peu mangé, et d'un seul coup on craque et les cellules, elles vont être beaucoup moins plastiques, leur plasticité, leur rôle, comme je l'avais indiqué dans la première émission, on s'était vu Raphaël, le rôle d'une cellule adipeuse, c'est de pouvoir stocker la graisse et la libérer quand on en a besoin. Mais quand on fait tous ces régimes-là, finalement, il y a une inertie qui se produit au niveau de la cellule. Elle n'arrive plus à emmagasiner la graisse qui provient de nos apports alimentaires. Elle n'arrive plus non plus à libérer cette graisse quand on en a besoin, quand on est à jeun, quand on a une activité physique accrue. Donc la cellule adipeuse, elle devient malade et il faut que de nouvelles cellules adipeuses se créent. Et donc c'est sans fin. On comprend que c'est sans fin. Tout à fait. Donc si on résume un petit peu, qu'on prend cette pyramide qu'on retrouve dans ton livre et qu'on retrouve un petit peu ailleurs aussi avec les différents aliments. C'est ça. On a dit le but c'est pas de rentrer dans des restrictions, donc on a tous les aliments qui sont présents dans la pyramide. C'est ça. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on retrouve plutôt en bas et donc qui doit composer la plus grande partie de notre alimentation et qu'est-ce qu'on retrouve en haut qu'on doit essayer de surveiller, de limiter? Alors, je vais commencer par ce qu'on retrouve en haut. On sait ce qu'on doit limiter évidemment, c'est tout ce qui est trop de sucre, trop de gras, ça évidemment, trop de sel aussi, ce sont des choses à limiter. Ce qu'il faut favoriser, ce sont quand même les féculents parce que ça donne de l'énergie, donc il ne faut pas les négliger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est fruits et légumes, riches en fibres, il faut les privilégier parce qu'ils ont un fort pouvoir nutritif et que finalement ils induisent peu de calories par rapport à évidemment à ce qu'on disait à la place qu'ils occupent aussi dans notre estomac. Donc ça, les fruits et légumes, notamment bruts, à l'état brut, sont vraiment à privilégier. Ensuite, il ne faut pas oublier les produits laitiers. Tous les jours, il faut en consommer puisque ce sont quand même des éléments très très importants pour nos os, notamment pour l'ensemble du fonctionnement de notre organisme. Et ne pas oublier aussi les sources de protéines. Alors ça, vraiment, viande, poisson, œufs, on peut en manger à tous les repas, c'est possible. Privilégier peut-être au déjeuner, en manger un petit peu moins le soir, des protéines. Voilà. Est-ce que du coup, tu as dit qu'il fallait privilégier les fruits et les légumes, on le sait. Oui. Est-ce que le fait de devenir végétarien, ça protège ou ça va permettre de perdre du poids ou est-ce que ça va limiter une prise de poids? Est-ce qu'il y a de la littérature scientifique là-dessus? Alors ça, il
j'ai vraiment pas lu de littérature scientifique sur le fait d'une relative protection d'un régime végétarien en termes d'obésité. Ça, je n'ai pas lu ça, puisque devenir végétarien, encore une fois, Raphaël, c'est exclure aussi une partie des aliments. Et on sait notamment qu'en termes de protéines, par exemple, la viande, alors on peut ne pas manger de viande, mais on sait que les protéines apportées de la viande sont quand même plus importantes que les protéines apportées par les légumineuses ou par... Elles sont mieux assimilées par l'organisme. Voilà, exactement. Ce qui est très bien dans ton livre aussi, c'est que tu proposes des stratégies à mettre en place dans la vie de tous les jours pour essayer de perdre du poids. Tout à fait. Donc je te propose qu'on en aborde certaines. La première, c'est de faire un peu un tri dans son placard, dans ses placards, dans son frigo, dans sa cuisine. Est-ce que tu peux nous détailler ça? Tout à fait. C'est très important de savoir ce qu'on a chez soi en fait, parce qu'en ouvrant ces placards, on peut se rendre compte que on a des placards qui sont remplis de chocolat, de friandises, de bonbons. Et donc c'est très facile quand on ouvre le placard et qu'on a faim, qu'on a une fringale, se ruer sur ce qu'on trouve très facilement dans les placards. Donc faire un premier tri en privilégiant peut-être ce qu'il y a dans la pyramide alimentaire, mettre toujours des féculents, toujours des céréales, ça peut être du riz, des pâtes, du couscous, plutôt complet. Ça, on sait que c'est plus intéressant pour la santé. Et on sait qu'il faut trier. Quand on fait du tri, on supprime finalement, on réduit la part d'aliments un peu caloriques, un peu trop sucrés, ce que je vous disais. Si on a du Nutella, du miel et de la pâte d'amande, on en choisit un sur les trois. Et donc, il faut faire des choix judicieux pour que toutes les catégories d'aliments soient là et qu'il n'y ait pas une seule catégorie d'aliments qui soit représentée dans nos placards, vous voyez ? Puis il y a une notion quand même d'accessibilité, c'est-à-dire qu'à un moment, si on n'a pas quelque chose chez soi, on ne va pas le manger. Bon, ça paraît évident, mais exactement. Donc, tout à fait, il faut avoir un petit peu de tout chez soi pour que tous les nutriments soient accessibles, même si c'est en conserve, que c'est en surgelé. Des légumes surgelés. Ça conserve quand même toutes ces vitamines et ces minéraux. Donc il ne faut pas les négliger. Et ça permet, quand on est très pressé en fin de journée, de ne pas aller décongeler une pizza surgelée, mais plutôt d'aller vers, par exemple, des épinards surgelés, pourquoi pas, cuisinés avec un filet d'huile d'olive, parce qu'on l'a chez soi, on sait qu'on l'a. Et quand on n'a pas ces aliments-là à la maison, on va se ruer très vite, on le sait, sur les aliments transformés, très caloriques et faciles à consommer. Oui. C'est un peu le piège. Et sur les aliments du haut de la pyramide, par exemple, en avoir qu'un seul, je sais pas moi, un pot de confiture, sinon on estime que c'est la confiture qu'on veut garder. C'est ça. Et quand il y a un moment de craquage et que ça ira jamais plus loin qu'un pot de confiture. Donc ça permet aussi un peu de limiter peut-être les débordements. Ne pas les collectionner si on aime ça. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire qu'aussi la perte de poids, elle commence au moment où on va faire les courses. Exactement. On ne va jamais faire les courses le ventre vide. Alors ça paraît un conseil un petit peu bateau, mais c'est un conseil de bon sens. Parce que si on va faire les courses dans un hypermarché où on a un choix pléthorique d'aliments de tous ordres et qu'on a faim, on va remplir son caddie. Ça paraît quand même logique. Et finalement, peu de personnes savent qu'il vaut mieux avoir mangé avant de faire ses courses et peut-être aussi aller dans des plus petits supermarchés, avoir moins de choix aussi. C'est pas inintéressant. Parce que tout est organisé dans un supermarché pour nous pousser à la consommation, c'est logique. Oui. À l'intérieur du supermarché ou même sur les emballages des différents aliments. Les rayons sont pensés pour nous inciter à consommer et à consommer des aliments très caloriques souvent. Et donc est-ce que ça peut être intéressant de penser aux différents menus, de se dire lundi soir j'ai dit que je mangeais ça, donc ça veut dire que sur ma liste de courses il faut que j'achète les aliments pour le repas du lundi soir.
Il faut que j'achète les aliments auxquels j'ai préalablement réfléchi pour le mardi soir, Tout à fait. etc., etc. Et en fait, comme ça, on n'achète que ce dont on a besoin. Exactement, c'est très très important, Raphaël, d'anticiper et d'aller avec une liste vraiment préétablie de menus. Au départ, on peut discuter de ces menus-là avec un diététicien, avec un médecin nutritionniste, pourquoi pas, parce qu'au départ, on ne sait pas forcément, quand on a été trop habitué peut-être à manger des aliments transformés, très caloriques, faciles à consommer, on ne sait pas construire des menus équilibrés. Donc au départ, on peut se faire aider pour construire une semaine ou 15 jours de menu avec un professionnel de santé. Et après, il y a plein de livres, beaucoup d'ouvrages qui permettent d'effectuer ces menus-là et de les intégrer dans sa petite liste, pourquoi pas, avant d'aller faire les courses. Et comme ça, on se restreint aux ingrédients dont on a besoin pour ces menus et on ne va pas être sollicité par tous ces rayonnages marketing très colorés qui font envie. On essaye quand même de se contrôler. Tout à fait, ça permet de ne pas être trop soumis à ses envies qui peuvent être influencées par tout l'environnement d'un supermarché. D'être un peu plus rationnel dans ses choix alimentaires. Dans les autres conseils, tu parles des manières de table. Oui. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc exactement. Je te laisse nous expliquer ça. Oui. Alors d'abord, c'est très très important, une question de se mettre à table quand on veut manger, en fait. D'abord, on ne mange pas debout, on mange autour d'une table. Et en France, comme tu le sais certainement, Raphaël, les Français sont très connus pour la commensalité, le fait de partager un repas à table et de ne faire que manger, de ne faire que ça, c'est très très important. On ne mange pas en regardant la télé, on ne mange pas en lisant, on ne mange pas en faisant autre chose. On mange en pleine conscience. En fait, on ne fait que ça. Pourquoi ? Parce que le fait de se concentrer sur la prise alimentaire et donc d'être pleinement présent aux aliments que l'on porte à la bouche, que l'on ingère, ça permet de faire attention à ces signaux de faim et de satiété. Or, si on fait autre chose, en même temps, on ne ressent plus du tout ces signaux-là et on va regarder un match de foot à la télé, on va manger, et puis à la fin, on s'en sera rendu compte qu'on aura terminé le paquet de chips, qu'on aura mangé 2 ou 3 assiettes, alors que finalement, une assiette aurait suffi si on s'était concentré uniquement sur l'acte alimentaire. En fait, si on regarde quelque chose, ça va attirer notre attention, ça va détourner un petit peu notre cerveau de ce qu'on est en train de manger. C'est ça. Et du coup, on va manger par automatisme, sans faire attention à ce qu'on a ingéré et à peut-être notre sensation de satiété qui va venir au bout d'un moment et on va continuer de manger. Tout à fait. Donc ça, c'est un véritable piège. Voilà. Et puis, on sait aussi qu'il faut manger, si possible, lentement, en mastiquant bien les aliments, ne pas avaler trop vite parce que le fait de mastiquer, de bien mâcher les aliments, ça permet aussi de réduire la prise alimentaire. Ça, c'est bien documenté aussi d'un point de vue scientifique. Et tu insistes sur le fait de rythmer les repas. Tout à fait. Rythmer le repas, c'est très très important. On ne mange pas à n'importe quelle heure de la journée. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines personnes qui vont grignoter toute la journée, manger n'importe comment. Et en fait, le fait de manger un petit peu tout ce qu'on veut à n'importe quelle heure de la journée, là encore, on ne fait pas attention à ce que l'on mange. Alors que si on rythme les repas, qu'on a 3 repas par jour, comme c'est fait dans certains pays comme en France, le petit déjeuner, le dîner, et que l'on se tient à ces 3 repas, on sait exactement de quoi est composé le menu de chacun de ces repas-là et ça permet évidemment de savoir à peu près en termes de calories, on ne parle pas de calories, mais à peu près ce qu'on a mangé. Ça permet quand même de circonscrire en fait quand même l'acte alimentaire et de ne pas manger comme ça sur toute la journée. Donc ça, c'est très très important. Après, entre les 3 repas, on peut avoir des petites fringales, on peut avoir un peu faim. Ça, c'est pas interdit. Mais quand on a faim, par exemple, à 10h ou 11h du matin, là,
Bon, bah, là encore, ce sont des conseils vraiment de bon sens. On ne va pas se ruer sur une pâtisserie ou sur quelque chose de sucré, mais on va privilégier peut-être plutôt des légumes secs, un fruit. Même chose, on parle de collation, même chose pour le goûter. Parfois, on peut avoir faim en milieu d'après-midi, et là, on peut prendre un yaourt, on peut prendre un fruit, on peut prendre une poignée d'amandes, mais bien penser à ce que l'on mange quand on a ces fringales-là, quand on a vraiment faim et qu'on n'arrive plus à lutter contre cette faim, qu'on n'arrive plus à travailler, hein, ça arrive. Parfois, en plein milieu de l'après-midi, on a vraiment ce coup voilà, on a l'impression d'être en hypoglycémie. Faire très attention à ce qu'on mange, voilà. Et quand on a pris, par exemple, un fruit ou un yaourt à 16 heures, l'idéal, ce serait de le retirer du repas d'après. C'est-à-dire que le dîner, ce fruit ou ce yaourt qu'on aurait pris à la fin du dîner, on ne le prend pas. Donc du coup, on rééquilibre. On ne le prend pas si on n'a pas faim. Il faut toujours manger à sa faim, quand même. Et du coup, un petit peu à l'opposé, le fait de sauter un repas, ça c'est mauvais. On pourrait penser que c'est un raccourci, on a gagné du temps. Et en fait, c'est pas ce que tu écris dans ton livre. Voilà, alors en fait, il faudrait nuancer quand même ce propos-là. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. C'est pas la peine de... Voilà, c'est-à-dire que si un soir, on n'a pas faim, on ne se force pas à dîner. En revanche, le fait de sauter un dîner, un repas, ou un déjeuner, ou que sais-je, un petit déjeuner, en se disant qu'on va perdre du poids, ça, c'est pas une bonne stratégie, parce que le corps va se rattraper sur le repas d'après. Et en fait, le corps qui a été en manque en fait, de calories, il va stocker un maximum d'énergie, notamment dans le tissu adipeux, de graisse. Il va se rattraper en fait. Donc ça, c'est pas intéressant. En revanche, on peut, de façon très épisodique, sauter un repas si vraiment on n'a pas faim. On ne se force pas. Mais voilà, ça reste vraiment. Il n'y a pas de problème de santé. Notre corps est largement capable de se passer d'aliments pendant quelques heures. Exactement. D'accord. Ouais, tout à fait. Et tu écris aussi qu'il faut bien distribuer les apports énergétiques au cours de la journée. Oui. Tu peux nous expliquer ça? Tout à fait. Vous savez, il y a un adage qui dit qu'il faut un petit déjeuner, je crois, de roi, de prince, un déjeuner je ne sais pas, qui reste correct, et puis un dîner de gueux, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il vaut mieux que les aliments les plus caloriques soient consommés le matin ou au déjeuner. Et il vaut mieux dîner un peu plus léger, que le repas du dîner soit plus léger le soir, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir d'activité physique forcément après le dîner, alors qu'après le petit déjeuner ou après le déjeuner, on va pouvoir s'activer et donc dépenser de l'énergie, ce qui n'est pas le cas le soir, où si on mange de façon trop calorique, on va stocker davantage puisqu'on a une dépense énergétique diminuée. Donc notre niveau d'activité a une influence directe sur le fait qu'on stocke ou qu'on stocke pas, qu'on consomme, en fonction des activités qu'on va réaliser après un repas. Exactement, exactement. Et l'heure à laquelle on a pris un repas est aussi très très importante. Il vaut mieux dîner assez tôt, par exemple vers 19 h, plutôt que de dîner juste avant de se coucher. Ça, on sait que plus on dîne tôt, et moins on emmagasine en fait d'apports caloriques, de graisse. Parce qu'on va avoir un petit peu d'activité, c'est le même principe, et qu'on ne va pas se coucher tout de suite. Voilà, c'est ça. D'accord. On dit partout qu'il faut manger équilibré, donc ça tout le monde l'a déjà entendu, mais finalement faire un repas équilibré, c'est pas si évident que ça, enfin en tout cas moi je trouve. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des grandes lignes qui peuvent nous aider à concevoir un repas qui est équilibré, une assiette qui est équilibrée? Oui, une assiette équilibrée, en fait, elle est composée de protéines, viande, poisson ou œufs, ou de protéines végétales. On peut dire que ça, c'est peut-être un quart de l'assiette. Ensuite, il va y avoir un quart de féculents et puis une moitié de légumes. Ça, c'est pour les personnes, une moitié d'assiette composée de légumes. Ça, c'est pour les personnes qui sont en situation d'obésité. Mais un repas, un menu équilibré, ça comprend aussi les laitages, il faut aussi boire beaucoup d'eau,
Ça comprend aussi un fruit. Je veux dire, il faut voir ça de façon vraiment très, très globale et ne pas supprimer de nutriments. Mais quand on est en situation d'obésité, encore une fois, l'assiette, je pense que vraiment une moitié d'assiette composée de légumes et juste un petit quart de féculents, un quart de protéines, c'est pas mal. On peut représenter l'assiette sous cette forme-là, c'est assez parlant, je pense. Moi, je trouve que c'est bien, c'est très pédagogique. Oui. Et ça permet d'avoir un bon exemple et de savoir un petit peu quand on s'est fait notre repas, est-ce que c'est équilibré ou est-ce que c'est pas équilibré. On vit quand même dans une société qui est assez paradoxale parce que tu as interrogé plein de spécialistes de l'obésité, du surpoids. Il y a plein de campagnes de prévention. Et à côté de ça, donc il y a plein de gens qui luttent contre le surpoids et qui cherchent à aider les personnes atteintes d'obésité. Et si on sort dans la rue, on n'a jamais vu autant de fast-food, on n'a jamais vu autant de publicités qui nous poussent à manger des sucreries, etc. Déjà, ça c'est un petit peu paradoxal au niveau éthique. Et en plus, pour une personne qui veut perdre du poids, ça doit être dur parce que partout dans sa vie, elle a des signaux qui l'incitent à manger. Exactement. Et ça, il y a, vous savez, là, un pionnier de la nutrition, Jean Trémolière, qui disait déjà, dès les années 60, hein, vous voyez, ça date, il disait la société crée des obèses mais ne les supporte pas. En fait, tout est fait dans la société. Et alors là, aujourd'hui, on est loin des années 60, hein, on est quand même en 2022. Tout est fait en fait pour favoriser au niveau environnemental la survenue de l'émergence de la maladie obésité. Et finalement, l'obésité n'est pas supportée. Le corps gros, on le sait aujourd'hui, il est plutôt stigmatisé. Donc oui, c'est vraiment très très paradoxal parce que on a d'un côté l'industrie agroalimentaire qui a fait quand même beaucoup de mal. On consomme aujourd'hui, comme je le disais, beaucoup plus d'aliments transformés, très peu d'aliments bruts. On ne prend peut-être pas assez le temps pour cuisiner les produits bruts. Il y a aussi les fast-foods, comme tu le disais, la publicité à la télé aussi qui incite à consommer tout un tas d'aliments trop gras, trop riches, trop salés. Et par ailleurs, on aimerait prévenir l'obésité. Eh bien, il y a un vrai problème, Raphaël. Aujourd'hui, on est plus dans le curatif en France et on n'est pas assez dans la prévention de l'obésité. Il n'y a pas assez de mesures qui sont prises au niveau étatique, au niveau des autorités de santé, peut-être pour diminuer le poids des lobbies, le poids de l'industrie agroalimentaire, de tous ces fast-foods. Il pourrait y avoir des taxations. On pourrait aussi prévenir en faisant de la pédagogie dans les écoles, des ateliers culinaires, en expliquant aussi comment on prend du poids, qu'est-ce que la maladie obésité, qu'est-ce que le surpoids, comment équilibrer une assiette. Il faudrait montrer à tous les enfants dès l'école. Donc, il y a tout un travail. C'est l'hygiène de base, hein, comme se laver les dents, comme prendre une douche. C'est vraiment de l'hygiène de base. Effectivement, il y aurait peut-être plus d'éducation à faire. C'est ça. Je suis très content parce qu'on va prochainement recevoir Mélissa Mialon, qui a écrit donc un livre, je ne sais pas si tu connais, Big Food, sur justement l'importance de l'industrie agroalimentaire, des lobbies, etc. Donc je suis très content, on va pouvoir un petit peu aborder tous ces sujets avec elle. Très bien. On a parlé de l'activité physique, des conseils alimentaires. Il y a également une prise en charge psychologique pour les patients atteints d'obésité. Est-ce que tu peux nous aborder cet aspect-là du traitement de cette maladie ? Tout à fait. On le sait, il y a une grande part des personnes en situation d'obésité qui a ou a eu des problèmes psychologiques. Notamment le poids de traumatisme dans l'enfance. C'est quelque chose qui est très documenté dans la littérature scientifique. Ensuite, on le sait, au sein de la population en situation d'obésité, il y a plus de dépression, plus d'anxiété. Ça, c'est très très bien répertorié. Donc, quand on prend en charge une personne en situation d'obésité, on ne prend pas en charge un corps gros. On prend en charge un corps et son esprit. Et on essaye de comprendre ce qui a mené la personne à devenir obèse, à prendre du poids. Et très souvent, il y a des facteurs psychiques qui entrent en compte. Et donc, la prise en charge psychologique et parfois psychiatrique, lorsqu'elle est nécessaire, doit absolument faire partie finalement de la thérapeutique, de la thérapie des personnes en situation d'obésité.
Si j'ai bien compris, ce que tu développais aussi dans la première vidéo, c'est que ces problèmes psychologiques, psychiatriques, c'est un aspect de cause, mais aussi de conséquence en réalité. Je pense qu'on peut difficilement isoler et savoir si c'est la cause ou si c'est la conséquence, parce que tu nous expliquais que les problèmes psychologiques peuvent révéler un problème génétique et donc entraîner une obésité. Oui. Et donc forcément, une personne obèse va pas forcément être bien dans sa peau, va développer différents problèmes et on va retomber sur des problèmes psychologiques. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, le cercle vicieux, parce que d'un côté, on sait que des problèmes psychologiques, une enfance un petit peu difficile, ou alors des problèmes psychologiques même survenus à l'âge adulte, peuvent accélérer la prise de poids et mener vers une obésité. Et en même temps, évidemment, quand on a un corps qui devient gros, très gros, de façon vraiment, quand on développe une obésité massive sévère, il n'est pas rare qu'on souffre de dépression, qu'on soit triste d'abord, qu'on soit anxieux. Et donc, c'est vrai qu'il y a là encore une relation un peu bidirectionnelle entre problème psychique et obésité, quoi. La cause-conséquence, finalement, ça se confond un peu. Oui, ce que j'ai aimé là-dessus, c'est que souvent, c'est des choses qui sont assez... Ce que j'ai aimé là-dessus dans ton livre, c'est que souvent là-dessus, c'est des choses qui sont assez abstraites dans le traitement. Toi, tu proposes justement des clés assez concrètes sur les problèmes psychologiques. Tout à fait. Est-ce que tu peux les aborder un petit peu? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et ça donne des clés et ça peut aider. Tout à fait. Ce qui est très très bien documenté en termes de prise en charge psychologique des personnes en situation d'obésité, ce que la Haute Autorité de Santé recommande notamment, et ce que la littérature scientifique a démontré, c'est l'impact des thérapies cognitives et comportementales. En quoi consistent ces thérapies? Ce sont des thérapies brèves, ce ne sont pas des psychanalyses qui durent pendant des années, ce sont des thérapies qui permettent finalement de penser un peu autrement en fait, et donc on sait que la pensée, Raphaël, induit toujours la pensée d'une situation donnée, induit toujours une émotion et induit un comportement. Quand on pense à un événement qui a été traumatique dans l'enfance, ça suscite une émotion, de la tristesse, et ça va peut-être induire un comportement alimentaire, par exemple. On va se ruer sur un aliment pour oublier ce souvenir qui a été difficile et traumatique. Et justement, les thérapies cognitivo-comportementales, elles permettent de trouver, par rapport à une situation donnée, plusieurs alternatives de pensée, d'essayer de penser différemment par rapport à cet élément traumatique et donc de diminuer la charge émotionnelle, d'être moins triste et peut-être du coup de modifier son comportement, et notamment chez les personnes en situation d'obésité, de modifier le comportement alimentaire lié à une situation difficile. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, de travailler, de faire cet exercice-là. En fait, c'est vraiment d'essayer de trouver des pensées alternatives, parce qu'on a souvent des pensées récurrentes par rapport à des choses un petit peu difficiles, et d'essayer de trouver une ouverture des pensées un petit peu plus positives, ça permet aussi de se comporter différemment. Un véritable lien. Et c'est vraiment comme ça que sont conçus les... C'est vraiment du pratico-pratique. Et dans les choses assez pratiques comme ça, assez faciles à mettre en place, il y a également la méditation en pleine conscience. Tout à fait. Pareil, qui a fait l'objet de plusieurs publications scientifiques qui montrent son efficacité lorsqu'elle est pratiquée régulièrement. C'est ça, il s'agit d'être pleinement, d'apprendre à être pleinement présent à ce que l'on fait. Là, ici, chez les personnes en situation d'obésité, être pleinement présent, comme je disais tout à l'heure, à l'acte alimentaire, à ne penser qu'à ça, c'est très intéressant pour réduire la prise alimentaire, par exemple. Et on a parlé de pratiquer une activité physique pour augmenter les dépenses énergétiques, mais avec plusieurs invités qu'on a reçus sur la chaîne, on a aussi parlé des différents effets psychologiques de pratiquer une activité physique, que ce soit les libérations d'hormones, de dopamine, de sérotonine, d'endorphine, etc. Et il y a aussi une notion d'accomplissement, c'est-à-dire qu'une personne qui était atteinte d'obésité, en pratiquant une activité physique régulière, et par exemple si elle s'est fixé un objectif de faire 5 km de marche rapide,
Le jour où elle y arrivera, Oui. prendre un objectif qui est réalisable, qui ne va Bien pas sûr. la mettre en échec, mais qui te demande quand même un effort qui soit suffisant pour qu'il y ait C'est ça, un une petit challenge, valorisation, un petit challenge. défi Voilà. réalisable. Et ça va aussi permettre d'augmenter la confiance en soi de la personne une fois qu'elle aura réussi, et ça C'est va ça. permettre d'avoir certains gains au niveau psychologique. Bien sûr, puisque ça renforce l'estime de soi qui est souvent écornée lorsque l'on est en situation d'obésité. Il faut le savoir, c'est les personnes qui sont en situation d'obésité, qui ont un corps parfois hors norme, sont stigmatisées dès l'enfance. On leur dit toi tu es gros, toi tu es moche, toi tu es nul, tu joues pas avec nous, tu vas ailleurs, tu es bête. Et très souvent, ces personnes-là intériorisent finalement le stigmate et pensent qu'elles ne sont que ça, en fait, qu'elles ne sont que moches, que grosses et que bêtes. Parce qu'on leur a répété depuis tout petit, on leur a donné cette étiquette-là. Et donc, ils ont vraiment toute la sphère psychique qui est envahie par cette pensée. Et on le sait, ça induit vraiment des conséquences catastrophiques au niveau de la construction de vie. On ne peut pas se construire quand on est réduit à son stigmate. Quand on a une estime de soi qui est blessée, qui est vraiment très très abîmée, qui est à son niveau le plus bas, on ne peut pas se construire. Et comme tu le dis Raphaël, l'activité physique, c'est un très très bon moyen de pouvoir reprendre confiance, de se dire je suis capable de faire certaines choses, je ne suis pas nulle, je ne suis pas qu'un corps gros, d'abord je suis capable de prendre ma santé en main, d'être actif par rapport à ma maladie obésité, d'être actif par rapport à mon corps et je suis capable d'accomplir des petits défis au quotidien. Donc ça, tout à fait, pour l'estime de soi, la confiance en soi et le psychisme de la personne en situation d'obésité, ce n'est que positif. Ouais, ça permet de se remettre en selle et de se reconstruire. Moi, je pense que ça, c'est très très important pour l'accomplissement. Dans ton livre, tu parles également des TCA, les troubles du comportement alimentaire. Oui. Oui. Mais toutes les personnes atteintes d'obésité n'ont pas des TCA. Non. Mais certaines, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et quelle est la place de ces TCA dans l'obésité ? Bien sûr, toutes les personnes en situation d'obésité, comme tu le dis Raphaël, n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, mais on sait quand même qu'il y a une bonne partie, je crois que c'est un quart quand même des patients en situation d'obésité qui souffrent d'un trouble de comportement alimentaire qui est quand même bien étudié, c'est l'hyperphagie boulimique, c'est le binge eating disorder, c'est le fait de se ruer sur les aliments, d'emmagasiner, de manger quand on se sent mal, quand on a eu un gros coup de stress, quand on est stressé, quand on est en situation de manque. On mange, en fait, l'aliment devient comme un doudou et on mange de façon très compulsive. Et contrairement aux boulimiques, tu sais, qui, après avoir ingurgité de façon très rapide et de façon importante les aliments, vont avoir le comportement compensatoire qu'est le vomissement. Quand on souffre de binge eating disorder, on va avoir cette compulsion alimentaire, mais pas de comportement compensatoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire vomir. Et donc, les apports énergétiques ingérés via les aliments vont être assimilés dans le corps. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des compulsions alimentaires, on devient, on prend du poids et qu'on devient obèse. Voilà. D'accord. On entend beaucoup des gens qui résument le fait d'être en surpoids ou d'être obèse à un défaut de volonté. Et en fait, on a des personnes qui véhiculent l'idée qu'une personne en surpoids, quand même, elle pourrait un peu se prendre en main pour faire un effort et perdre les quelques kilos qu'elle a en plus. Oui. Alors Raphaël, cette idée reçue, elle n'est pas répandue uniquement au sein de la population générale, elle est malheureusement aussi présente au sein des professionnels de santé et même de certains médecins. Donc il n'est pas rare encore aujourd'hui que, par exemple, certains médecins généralistes voient une patiente ou un patient dont la corpulence est très importante par rapport à la norme, et lui disent « Enfin, monsieur, enfin, madame, il faut arrêter de manger, là, il faut se bouger ». Ce genre de remarques peut sortir de la bouche d'un professionnel de santé encore aujourd'hui. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors qu'on sait que l'obésité est une maladie génétique. Encore une fois, je le rappelle, l'obésité
commune, celle qui concerne 90% de la population générale, elle est née d'une association entre des facteurs génétiques qui prédisposent à l'obésité et un environnement qui favorise l'obésité. Donc, sans génétique, en fait, sans une génétique qui favorise l'obésité, on ne peut pas devenir obèse. Ouais, je pense qu'on a bien insisté là-dessus. On a bien insisté là. S'il y a encore des gens qui n'ont pas compris ça, là, je ne serais pas contente. Voilà, exactement. Mais finalement, c'est quand même c'est peut-être le message le plus important. Ah, oui. Et qui découle un petit peu de ce qu'on vient de dire. Oui. Il y a également ce qu'on appelle tout le courant du fat shaming. Oui. Alors, je ne sais pas si ça te parle. On a notamment Joe Rogan, qui est le plus gros podcasteur au monde, qui est américain, qui est connu pour des prises de position très borderline et qui fait souvent parler de lui, justement, dans le mauvais sens du terme, on va dire. Et lui, il est très adepte du fat shaming, c'est-à-dire, grosso modo, de dire à une personne « mais enfin, quand même, tu devrais prendre du poids, tu sais, moi, je te dis pas ça pour toi, c'est pour ta santé. » Ça, c'est la version soft. Mais le fat shaming peut aller beaucoup plus loin. Oui, il peut être très violent. Ouais, et ça aussi, il faut faire attention à toutes ces petites phrases, parce que ça peut être très destructeur. Oui, les petites phrases. Parfois, c'est même la mère qui dit à sa fille adolescente « Mais ma fille, c'est dommage, tu as un joli visage, mais regarde, là, tu es un petit peu randouillette, tu devrais penser à perdre quelques kilos, là, ce serait pas mal. » Et donc, c'est la mère qui aime son enfant, qui va lui dire des paroles qui peuvent blesser l'adolescente à vie. Ce n'est pas rien. Donc, il faut faire très attention à ces petites phrases et vraiment considérer l'obésité, je ne parle pas du surpoids, je parle vraiment de l'obésité maladie comme quelque chose qui n'est pas lié à un manque de volonté et à une paresse ou à une bêtise de la personne qui en souffre. Oui, et du coup, les personnes qui sont en situation d'obésité, c'est associé à une perte de l'estime de soi. Oui. Et donc, dans le livre, tu dis que c'est important de faire une renarcisation. Je l'ai bien dit ? Renarcisation. Renarcisation. Voilà. J'avais oublié une syllabe. Oui. Explique-nous un petit peu pourquoi c'est important, en quoi ça consiste. C'est très important, cette prise en charge psychologique, au-delà des outils dont on a parlé, des techniques cognitivo-comportementales, de la méditation de pleine conscience, il y a encore d'autres thérapies. C'est important d'être suivi d'un point de vue psychologique pour remettre à plat un petit peu les causes psychiques de son obésité. Qu'est-ce qui nous a... ça peut être, si ce n'est pas un traumatisme, ça peut être des choses qui nous ont blessés et des choses qui ont fait en sorte que l'estime de soi est aujourd'hui très faible. C'est très important d'être suivi par un psychologue bienveillant et qui permette de mettre à distance le stigmate, le corps gros, et de dire vous n'êtes pas qu'une personne grosse, vous avez plein d'autres qualités et de les mettre en lumière, et de faire vraiment, de provoquer un électrochoc, une vraie prise de conscience chez la personne des qualités qu'elle a. C'est ça, c'est un travail de renarcisation. Je vais y arriver, hein, moi aussi. Ça me rassure. Voilà, tu n'es pas le seul, Raphaël. Ce travail-là, il est nécessaire et vraiment, il y a des psychologues et des psychiatres, bien sûr, qui sont formés à ce travail-là pour que finalement la personne en situation d'obésité ne se réduise pas qu'à un corps gros et sache qu'il a, comme tout le monde, il a des qualités qu'il peut fructifier et qu'il est avant tout un être humain. Pour valoriser la personne. Hein, valoriser la personne souvent pour ce qu'elle est. Dévalorisée et en plus souvent elle se dévalorise elle-même. Donc c'est important de faire l'effet inverse. Tout à fait. Comme beaucoup de pathologies, il y a le traitement médicamenteux. Oui. Bien sûr, la pilule miracle contre l'obésité n'existe pas, mais il y a quand même eu des avancées en la matière dernièrement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces avancées ? Tout à fait. Alors déjà, il y a eu pas mal d'échecs depuis les années 70-80. On a parlé des hormones thyroïdiennes, il y a eu l'ère des amphétamines, le scandale du fameux Mediator. Tu sais, Raphaël, ce médicament de Servier qui était utilisé chez les diabétiques qui avaient des problèmes, des désordres lipidiques, glucidiques et qui a été utilisé à tort comme coupe-faim. On a vu qu'il y a eu des problèmes cardiovasculaires à terme.
terme un mauvais usage déjà de ce médicament-là, puisque ce n'était pas un coupe-faim, mais qu'il était destiné à des personnes diabétiques. Donc il a été prescrit à tort en tant que coupe-faim et il a mené vraiment à des valvulopathies, à des problèmes de valves cardiaques. Donc il y a eu quand même un historique. En fait, les médicaments de l'obésité, c'est une succession d'échecs, ça il faut le dire. En fait, la pilule miracle n'existe pas, mais aujourd'hui et depuis mars 2021, il y a une classe de médicaments qui est utilisée notamment dans le diabète de type 2 qu'on appelle les GLP-1, les glucagon peptide-like 1. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une classe de médicaments qui imite une hormone digestive qu'on sécrète naturellement et qui permet de réduire la prise alimentaire. Et donc, on a démontré notamment que les GLP-1 ont une action sur justement satiétogène, sur la réduction alimentaire. Aujourd'hui, il y a notamment un médicament qui s'appelle le Saxenda. La molécule, c'est le liraglutide en injection quotidienne que l'on peut donner pour les personnes qui ont un indice de masse corporelle entre 27 et 30, alors 27 avec des maladies associées et 30 sans maladies associées, en complément d'une prise en charge nutritionnelle et d'une activité physique. Mais ce genre de médicaments, ces GLP-1, on ne les donne, on ne les initie que lorsque les conseils hygiéno-diététiques ne suffisent pas à perdre suffisamment de poids. Ce n'est pas un traitement de première intention, sauf quand l'obésité elle est un petit peu plus importante. Mais en général, on commence toujours quand même par une prise en charge hygiéno-diététique, activité physique adaptée régulière, rééquilibrage alimentaire. Et les médicaments viennent un peu après quand on voit que ça nécessite qu'il y ait un petit coup de pouce qui est nécessaire pour perdre peut-être du poids. Et toujours en complément, on ne prend pas uniquement le médicament. Quand on prend le médicament, on est dans le cadre d'un suivi pluridisciplinaire en général et on continue l'activité physique, on continue à se nourrir de façon équilibrée. Ça, c'est très très important. Il y a une autre molécule, GLP-1 encore, cette même classe de médicaments, qui est indiqué là pour les personnes qui ont un IMC qui commence à devenir important à partir de 40. Ça s'appelle le Wegovy, c'est le semaglutide. Et là, c'est en injection hebdomadaire. Donc, c'est quand même plus facile à prendre que le Saxenda en injection quotidienne. C'est difficile. Donc, je pense que voilà, c'est l'avenir des GLP-1, ce sera d'espacer un maximum ces injections-là pour rendre la prise un peu plus facile et que ces personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré une prise en charge hygiéno-diététique importante puissent prendre ce médicament-là de façon plus simple. Voilà. Donc la recherche continue là-dessus. La recherche continue. Et quand malheureusement on n'arrive toujours pas à une solution avec les règles hygiéno-diététiques, avec les médicaments, on peut avoir recours à la chirurgie. Il y a tout un passage dans ton livre qui détaille tout ça très en détail. Si on parle peut-être juste des grandes lignes, des indications, quelles personnes vont être orientées vers la chirurgie et peut-être quelle est la grande opération Bien sûr, la chirurgie, c'est le traitement de dernier recours. Hein, c'est pas parce qu'on est en situation d'obésité qu'on va voir tout de suite le mauvais réflexe. C'est de se dire j'ai fait plein de régimes, j'ai tout tenté, j'arrive pas à perdre du poids, alors je vais voir directement un chirurgien et je vais lui dire opérez-moi. C'est pas comme ça que ça se passe. La chirurgie, c'est vraiment le traitement de dernier recours. C'est quand on a déjà vu un médecin spécialiste de l'obésité, il peut être généraliste, il peut être endocrinologue, il peut être gastro-entérologue, mais on commence d'abord par voir un médecin spécialiste de l'obésité et pas un chirurgien. Ça, il faut le dire au grand public, c'est pas le médecin de premier recours, les chirurgiens. La chirurgie de l'obésité, elle est indiquée, il y a des recommandations de bonnes pratiques qui sont émises par la Haute Autorité de Santé. Elle est indiquée pour les personnes qui ont un IMC, un indice de masse corporelle au-dessus de 40 ou au-dessus de 35 avec des maladies associées comme le diabète, l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, enfin, il y a plusieurs maladies associées
et elle est indiquée uniquement après un suivi multidisciplinaire de qualité, hein, un suivi psychologique, nutritionnel, en termes d'activité physique, qui est d'au moins 6 mois, 1 an, et qui est mené à l'échec en fait. Hein. Il faut vraiment un échec des mesures hygiéno-diététiques sur la durée pour pouvoir prétendre à cette chirurgie. Ça, c'est très très important de savoir qu'on n'arrive pas directement à l'étape intervention chirurgicale. Et cette chirurgie, du coup, elle consiste en quoi? En fait, il y a 2 grandes techniques de chirurgie. Il y a les techniques chirurgicales qui réduisent le volume de l'estomac. Donc, on mange moins, donc on perd du poids, en fait, tout simplement. Et il y a les techniques qui associent la réduction du volume de l'estomac à une malabsorption en fait des aliments, notamment les graisses sont moins bien absorbées par l'organisme et donc du coup si on absorbe moins les graisses, on finit par perdre du poids. Pendant longtemps, l'opération qui était la plus pratiquée, c'était l'anneau gastrique. Vous savez, on mettait un anneau sur la partie haute de l'estomac de façon à créer une petite poche en haut de l'estomac et faire en sorte que les aliments que l'on consomme soient consommés en tout petits morceaux, qu'on ne puisse pas consommer trop d'aliments. Et en fait, cette chirurgie-là, elle est très très peu pratiquée parce que à terme, ça engendrait trop d'effets secondaires et notamment, les gens n'arrivaient pas à manger correctement dès qu'il y avait une bouchée qui était un petit peu grosse ou dès qu'ils se mettaient à manger un peu trop, la poche était remplie, ils avaient envie de vomir. Enfin, il y avait vraiment, c'était pas compatible avec une vie quotidienne harmonieuse. Et donc, l'anneau gastrique, aujourd'hui, c'est très très peu pratiqué, on le met de côté. L'opération qui est la plus répandue, pratiquée en France, c'est la sleeve. La sleeve, c'est aussi une opération où on réduit l'estomac, mais là, on réduit l'estomac, le haut de l'estomac et le bas de 2 tiers. En fait, on enlève, on supprime complètement. Donc, c'est une opération irréversible. On vous supprime les 2 tiers de l'estomac et il reste, l'estomac après ressemble à un tube uniquement et donc on comprend très bien que du coup, comme on réduit la taille de l'estomac, on mange moins. Et c'est assez intéressant comme opération parce que si on se met à manger beaucoup et que l'estomac, ce fameux tube qui reste, puisqu'on a enlevé les 2 tiers, finit par grossir parce qu'on se remet à beaucoup manger, on peut à nouveau réopérer, faire en sorte de rétrécir ce tube ou faire d'autres techniques chirurgicales. Donc ça permet de réajuster en fait. C'est une opération un petit peu intermédiaire. Il y a d'autres techniques qui peuvent être possibles après. Il reste des espoirs. Voilà. D'accord. Et c'est une opération qui ne comporte pas d'effets secondaires? Si, malheureusement, il y a des effets secondaires et l'effet secondaire quand même le plus important, c'est le RGO, vous savez, c'est le reflux gastro-œsophagien et il faut faire très très attention aux problèmes de reflux parce que s'ils sont très importants et qu'ils durent dans le temps, il peut y avoir un risque de cancer en fait, de toute cette sphère digestive. Donc le RGO, enfin il y a plein de complications possibles, mais le RGO c'est vraiment le reflux, la complication majeure de cette intervention qui est appelée la sleeve. C'est pas pour rien que ces techniques opératoires, chirurgicales, elles arrivent quand même en dernier recours. Bien sûr. Si elles étaient très efficaces, avec aucun effet secondaire, etc., elles arriveraient au début. C'est pas pour rien qu'il y a un ordre, il y a différentes choses à tester, et si malheureusement il y a un échec, on passe à l'étape 2. S'il y a un échec de l'étape 2, on passe à la 3, Bien etc. sûr, Raphaël, parce qu'on modifie le corps, on enlève une partie de l'estomac, donc c'est quand même... on pourrait presque dire que ça peut être un peu mutilant en fait, parce qu'on modifie quand même un organe. Donc ça, c'est pas rien. Après, il y a d'autres techniques. Il y a le bypass en Y. Ça, c'est la 3e opération de chirurgie qui est la plus pratiquée. Et le bypass, ça consiste en fait à court-circuiter en fait une partie des intestins en fait et à faire en sorte que le haut
de l'estomac soit relié directement en fait à une partie de l'intestin et donc à court-circuiter toute une partie en fait à ce que les aliments ne passent plus par le bas de l'estomac, qu'ils soient directement, qu'ils passent par une petite poche en haut, l'estomac, directement via un tube aux intestins. Donc non seulement on réduit le volume de l'estomac, mais en plus on induit une malabsorption puisque de cette poche, directement, les aliments vont aller au niveau de l'intestin. Je pense qu'on a fait un très bon tour de la question, Elia. Si quelqu'un est en situation d'obésité et aimerait essayer peut-être de se reprendre en main ou de reprendre un nouveau départ et de faire ce qu'il faut sur le plan médical, qu'est-ce que tu lui conseilles? D'abord, je lui conseille de ne pas rester seul, de se faire aider par un professionnel de santé qui a été formé à l'obésité, de ne pas aller voir n'importe quel professionnel de santé parce que, je l'ai dit encore une fois, il y a de fortes lacunes chez certains professionnels de santé. La formation initiale et continue des médecins n'est pas encore assez costaud sur cette maladie et donc d'essayer de se renseigner auprès des associations de patients notamment. Il suffit de taper sur Google association de patients obésité pour trouver des professionnels de santé qui sont sensibilisés à l'obésité en tant que maladie et qui pourront tout simplement le prendre en charge. Le patient n'a plus qu'à se laisser guider par ces personnes-là parce qu'elles sont formées en fait à cette maladie chronique. Je pense que vraiment le point d'entrée c'est ça, c'est de ne pas rester seul et de ne pas tenter de faire des régimes sauvages ou alors des stratégies un peu tout seul dans son coin parce que ça on sait ça marche pas et c'est voué à l'échec. Une autre solution moi, que je propose, ça serait de lire ton livre. C'est quand même une véritable bible. Il y a beaucoup d'informations sur l'obésité. Toutes les personnes qui veulent en apprendre plus, soit par curiosité, soit parce que ça les concerne, c'est quand même un très bon moyen d'avoir du contenu de qualité parce que des fois on peut lire des choses à droite à gauche qui sont un petit peu limites. Là, tu as fait un travail énorme en allant voir à chaque fois les spécialistes sur le sujet. Tu as fait une synthèse de tout ce qu'on pouvait trouver de mieux et ça c'est quand même très appréciable pour quelqu'un qui cherche la vérité sur l'obésité. Merci Raphaël, en tout cas pour l'intérêt que tu as porté à cet ouvrage et merci beaucoup pour cette interview À très vite, Elia. Instructive. À très bientôt Raphaël. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir, c'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.